Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré aux subventions associatives de la mairie de Paris. Chaque année, près de 300 millions d'euros de subventions sont versés par la ville et ce, à plus de 2800 associations. La droite dénonce un système opaque et clientéliste et Rachida Dati n'a pas hésité à parler de 2 milliards d'euros alloués par la maire de Paris à ces dites associations. On va justement faire le point sur la situation et essayer de mieux comprendre ça avec nos invités autour de la table. En culture, l'histoire d'amour entre François Mitterrand et Anne Pinjot, aussi fascinante que théâtrale, s'installe à la Scala pour un voyage épistolaire assez passionné. De l'art de vivre enfin, avec un bijou de cet art de vivre parisien. C'est au Grand Mazarin, décoration raffinée, service aux petits soins et bulle de sérénité garantie. Et ce, en plein cœur de Paris. On en parle en fin d'émission. Rachida Dati a été très claire, elle veut en finir avec ce qu'elle appelle la gabegie financière de l'hôtel de ville parisien. Elle souhaite en priorité s'attaquer au financement des associations et aux subventions versées par l'hôtel de ville. Elle s'est exprimée sur ce qu'elle considère être un sujet de pure idéologie. Je vous propose qu'on l'écoute. Les subventions aux associations représentent également un poste de dépense sur lesquels vous n'exercez aucun contrôle, comme la subvention que vous avez souhaité accorder à une librairie qui vendait des livres antisémites. Depuis 2020, 1,8 milliard d'euros, 1,8 milliard, je le redis, en subventions de toutes sortes ont été versés. Un grand nombre de ces subventions sont sans aucun lien avec l'intérêt des Parisiens ou ne revêtent aucun caractère ou simplement un caractère purement idéologique très éloigné des préoccupations des Parisiens. Des choix et des priorités qu'elle qualifie d'éloignées de celles des Parisiens. C'est ce dont on va débattre justement en plateau avec nos invités. Gabrielle Siriouari, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes adjointe PS au maire du 18e arrondissement et porte-parole d'Emmanuel Grégoire. Pauline Landébarrault, journaliste web éco Le Figaro, je commence par ces dames. Et Guillaume Leroy, juriste et président de l'association Transparence Citoyenne. Merci beaucoup à tous les trois d'être autour de ce plateau. Pauline Landébarrault, je me tourne vers vous. Vous avez enquêté sur ce sujet. La mairie de Paris, finalement, elle est accusée par certains élus d'opposition de financer des associations, je cite, clientélistes. De quoi est-ce qu'on parle exactement à l'échelle parisienne ? J'ai posé la question parce que 2 milliards d'euros comme ça veut tout et rien dire. En fait, 2 milliards d'euros, c'est 300 millions d'euros fois 6 ans. C'est la durée de la mandature d'Anne Hidalgo. Donc c'est pour ça qu'elle a rectifié là au Conseil de Paris. 1,8. 1,8. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, on parle de toutes les subventions accordées, donc subventions de fonctionnement aussi à des grandes structures culturelles. Voilà, il n'y a pas que des subventions à certaines associations. Alors, c'est important de préciser ça et qu'on soit extrêmement pointu et précis dans le détail justement de ce financement pour ne pas tomber dans la caricature. Ce qui est en revanche reproché à la mairie de Paris, c'est d'avoir financé des associations qui n'ont pas réellement de connexion avec les priorités réelles des Parisiens. Exactement, c'est ce que reproche donc la droite, finalement, des associations qui n'œuvrent pas en France, ni directement en lien avec les Parisiens. C'est ce que vous avez constaté également dans le travail que vous menez au quotidien pour justement éplucher ces questions de transparence liées à la vie politique ? Alors tout à fait, mais en réalité, je reprends ce que disait Madame tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a un montant global de 1,8 milliard d'euros sur la dernière mandature qui est composé effectivement de subventions attribuées à des crèches associatives et tout ça, c'est très légitime. Maintenant, effectivement, il y a ce que nous avons pu observer au travers de l'étude et l'analyse de toutes les subventions qui ont été versées, c'est qu'il y a un cadre légal qui existe en France et que certaines subventions qui sont attribuées par la mairie de Paris ne respectent pas ce cadre légal. C'est quelle proportion ? On a une idée ou c'est difficile à quantifier ? C'est difficile à quantifier. Alors nous, on essaie à chaque fois dans tous les conseils de Paris, donc il y en a 10 par an, on épluche l'ordre du jour de tout le conseil de Paris et on identifie une quinzaine de subventions qui posent des problèmes. Quant au respect du cadre légal qui est fixé par la loi. Quand vous parlez du cadre légal, on est bien d'accord qu'on est encore dans quelque chose de différent de ce qu'on disait tout à l'heure, Pauline, de la priorité des Parisiens. Il y a une question politique, idéologique, entre guillemets, des priorités affirmées de la mandature, et une question de légalité. Là, vous pointez uniquement la question de l'égalité. Alors oui, il y a une question, moi je pointe uniquement qu'une question de légalité, mais elle se recoupe
avec la question de l'intérêt des Parisiens, puisque une subvention, pour être valable et valide, elle doit suivre une chose, l'intérêt public local, donc l'intérêt des Parisiens. D'accord. Gabriel Siriouari, le droit de réponse, évidemment, est pour vous. Comment est-ce que vous réagissez à ces accusations de financement clientéliste sur ces subventions fournies aux associations ? Déjà, c'est extrêmement flou ce que j'entends. Moi, je vais commencer par reprendre ce que vous disiez. C'est vrai qu'il faut remettre un petit peu de raison et de proportion dans tout ça, et je répondrai ensuite, évidemment, point par point. Quand on parle de subventions, il y en a beaucoup qui contribuent au fonctionnement du service public. Donc, ça peut être le service public culturel. Donc, je pense à des subventions qui étaient citées, d'ailleurs, je pense que c'était votre papier, au Forum des images, la Cité de la musique. Ça va être les crèches, effectivement, associatives, qui bénéficient évidemment aux Parisiens. Ça va être aussi, je pense à mon arrondissement, des subventions d'action sociale. Nous avons mis en place avec le maire du 18e des distributions alimentaires pour les étudiants. Nous versons des subventions aux associations qui opèrent ces distributions. Bien sûr. Donc c'est quelque chose de tout à fait classique. Je crois que c'est pas ça qui pose problème. Non, mais il faut, parce que quand Rachida Dati, je le dis parce que quand Rachida Dati parle d'1,8 ou 2 milliards, c'est l'intégralité de ce qu'on appelle subvention. Donc ça recouvre ce dont je suis en train de parler. Donc c'est l'enveloppe totale. C'est l'enveloppe totale sur toute la mandature. Donc, premier point. Deuxième point, les subventions qui sont visées. Moi, je ne sais pas exactement ce à quoi vous faites référence. Moi, j'ai quelques exemples. Peut-être, je pense par exemple au fonds versé à SOS Méditerranée, un total de 755 000 € entre 2016 et 2025. C'est les calculs du groupe Changer Paris. Donc, je le précise évidemment. SOS Méditerranée, on peut considérer que c'est tout à fait louable d'allouer des fonds à SOS Méditerranée, peut-être pas en venant de la mairie de Paris. Alors, ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. C'est de la coopération internationale. C'est tout à fait prévu. C'est le rôle de la mairie de Paris. Alors, c'est tout à fait prévu par la loi. C'est tout à fait prévu par le Code général des collectivités territoriales. Cette coopération internationale des collectivités est inscrite dans le Code, et donc c'est pas du tout seulement la mairie de Paris qui procède à ces subventions, mais d'autres collectivités territoriales. Et je vais vous dire, sur SOS Méditerranée, on assume à 100% de contribuer à la mission extrêmement noble et nécessaire de sauver des vies en mer. Est-ce que c'est de l'idéologie aussi ? Mais ce n'est pas de l'idéologie, c'est de l'humanisme. C'est une mission absolument nécessaire. Alors moi, je ne sais pas si Madame Rachida Dati ou Madame Knafo, qui s'est exprimée sur le sujet, préférerait que ces migrants ne soient pas sauvés et préférerait qu'ils décèdent en mer. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait. Je ne crois pas que ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est que ce n'est pas la place de la mairie de Paris de subventionner entre guillemets ces actions, au détriment peut-être d'actions menées pour les Parisiens. Alors, on assume complètement ces subventions qui sont en fait de l'aide au développement, et je constate le contexte dans lequel tout ça a lieu. C'est un contexte d'extrême droitisation du débat, parce que ça fait... c'est en parallèle l'aide au développement au niveau national qui est pointée par le Rassemblement national, etc. Bon, c'est pas ce qu'on fait ici. Là, on essaye simplement de comprendre la manière dont sont découpés les fonds. J'insiste parce que c'est vraiment un contexte global, et c'est ces aides-là qui sont pointées, et c'est des aides qui appartiennent à l'aide au développement, qui est une action assez classique et qui participe en fait du rayonnement de Paris. Paris, c'est la capitale des droits humains, et donc oui, on assume d'avoir cette action-là qui participe au rayonnement de Paris à l'international. Guillaume Leroy, vous confirmez que ça fait partie du cadre légal de ce qui est envisagé, de pouvoir justement mener des actions comme celle-ci qui ont un cadre plus humanitaire ? Oui, alors la coopération effectivement diplomatique décentralisée, comme c'est appelé, existe légalement. Oui. Mais c'est une exception à l'intérêt public local. Normalement, on doit mettre en avant l'intérêt public local, et par exception, par grande exception, on peut attribuer des subventions à des associations qui ont des projets hors de Paris et même hors de la France. Ouais. Vous n'avez pas répondu sur le montant, parce que c'est important. Vous dites par exception. Vous avez une idée justement du montant de l'aide au développement parisien par rapport au budget de la ville ? 15 millions d'euros par an. Et ça représente combien du budget de la ville ? 5% des montants des subventions attribuées par an. Ça représente 0,0005% du budget de la ville. Du budget total. Du budget total. Oui, mais on parle des subventions, pardon. La totalité des aides au développement. Sur le sujet, c'est quand même 5% du montant des subventions qui sont attribuées tous les ans. Ce qui est important. Ce qui est un montant assez important. 15 millions, si on compte ça en nombre de contribuables parisiens qui doivent mettre au pot tous les ans, c'est un montant assez important. Alors là, on est déjà passé sur l'opportunité, et on peut tout à fait en débattre. D'ailleurs, c'est ce qui est fait quand on débat en conseil d'arrondissement, en conseil de Paris, sur l'opportunité de cette subvention. Mais je pense qu'on peut évacuer le sujet du cadre légal, parce que là, ça me paraît assez flou, et ces accusations, moi, je les trouve quand même
assez grave. Est-ce que vous pouvez comprendre que, par exemple, je change de spectre si on parle de ces versements pour aider ces femmes au Togo, une aide de 6 000 € qui a été versée pour mettre en place un rucher de 50 ruches, former 15 apicultrices pour la production et la commercialisation. Est-ce que vous comprenez que des Parisiens se disent, ils peuvent trouver que c'est une bonne idée, au fond, mais qui se disent, je vois vraiment pas le rapport avec mon quotidien de Parisienne, de Parisien, et avec la nécessité pour la mairie de Paris de mener des actions comme celle-ci. Est-ce que vous le comprenez ? Alors, encore une fois, ces subventions, on peut débattre de l'opportunité. Je tiens à préciser quand même qu'elles font l'objet de débats dans les différents conseils. Elles font l'objet de contrôles. Et sur cette subvention précise, on est sur un montant de 6 000 €. C'est dérisoire, tout à fait. C'est un tout petit montant. Ça bénéficie à des femmes. Il y a un symbole derrière. Alors le symbole, moi je vais vous dire que le symbole que je vois derrière ça, c'est la défense des droits des femmes, de l'émancipation des femmes. Et donc ça, c'est une des valeurs de la ville de Paris. Et donc ce type de subvention, c'est ce que je disais, s'inscrit aussi dans la défense des droits humains à l'international. Et ce qu'on n'a pas dit depuis le début, ce sont des subventions qui vont à des associations parisiennes. Ce ne sont pas des subventions qui vont à des associations du Togo. Ce sont des associations parisiennes qui ont leur siège social à Paris et qui contribuent, si vous voulez, à sensibiliser les Parisiennes et les Parisiens à ce type d'enjeu. Donc c'est bien des personnes, des associations parisiennes, ça n'a pas été dit, mais là je tiens quand même à le dire. À la fois des associations qui sont effectivement subventionnées, mais il y a des projets aussi qui sont subventionnés. Et sur la subvention sur les ruches au Togo, où j'en ai encore d'autres notés ici, Association pour le développement et le bien-être des Congolais, tout ça, ce sont des projets qui sont faits à l'étranger. Pas en France, pas à Paris. Mais c'est le principe de l'aide au développement, en fait. Effectivement, ça va être au bénéfice de projets qui ont lieu à l'international, de solidarité internationale, réalisés par des associations parisiennes. Et je le rappelle, c'est assez classique. On est quand même la ville de Paris, on est la capitale. On est en plus, je le répète, historiquement la capitale des droits humains. Donc ça s'inscrit dans quelque chose de tout à fait classique. Pour vous, il n'y a pas d'erreur qui a été commise. Et que nous, on assume. Là, alors sur les projets que vous venez d'évoquer, non, c'est pas des. Encore une fois, on peut toujours débattre de l'opportunité. C'est l'objet du débat politique. Mais je voudrais quand même, parce qu'on l'a pas dit, mais je voudrais quand même m'adresser du coup à Monsieur de Transparence Citoyenne, puisque on est un petit peu sur le débat des subventions politiques, clientélistes, etc. Moi, je voudrais vous interroger sur le financement de votre association, parce que je crois que ça n'a pas été précisé, que vous touchez des fonds du milliardaire Pierre-Édouard Stérin, qui est donc un milliardaire d'extrême droite qui ne cache pas son agenda politique. Ça n'a quand même rien à voir avec le sujet, pardon. Alors, ça a à voir avec... C'est pas des fonds publics. Non. Je tiens juste à préciser pour éclairer le débat, parce que cette association de transparence citoyenne est une association qui a un objet politique, donc je le précise juste, mais on peut encore une fois... On est dans un cas totalement différent. Mais je suis ravie de débattre, si vous le souhaitez. Je suis ravie de débattre de jusqu'à maintenant, je vous parle jusqu'à maintenant que de droit. Je n'ai pas pris d'opinion politique, je n'ai pas parlé de ça pour l'instant. J'ai juste parlé d'un cadre d'attribution. Oui, mais moi, j'en ai pas parlé, donc vous ne pouvez pas me reprocher d'en parler alors que je n'en ai pas parlé. Moi, je pense qu'il y a une alliance. J'essaie de mettre en lumière. Je vous laisse terminer. Je termine simplement. Sur les conditions légales, je reviens dessus parce que c'est mon sujet. La politique n'est pas mon sujet. Le sujet, c'est le cadre légal et le respect du cadre légal. Il faut aussi que le projet soit sérieux. D'accord. Il y a l'intérêt public légal. Donc motivé par une dimension sérieuse, derrière suivi, j'imagine, tracé et qu'on puisse évaluer les résultats. Et là encore, on a pu remarquer, c'est marginal, c'est très marginal, mais j'ai quand même pu remarquer qu'il y a des subventions qui ont été attribuées pour des projets où j'ai du mal à cerner le côté concret. J'ai des exemples, si vous voulez. Lors du dernier Conseil de Paris, il y a une association qui s'appelle Emploi Fictif, qui a reçu 6 800 € de subvention pour un projet, et je sais citer, c'est le 3e chapitre d'un cycle d'exposition sur la trace des objets et leurs résidus. J'ai du mal un peu à expliquer quel est le côté concret derrière ce projet. Si vous voulez, je le recite. Mais en fait, je crois d'ailleurs que dans le budget participatif, il y avait un certain nombre de lignes qui étaient de ce même ordre en termes de verbalisation et donc peut-être derrière de transparence par rapport aux Parisiens, où on comprenait mal ce qu'allait permettre de financer certains projets. Je crois que c'est plutôt de cet ordre-là. Alors, c'est sur la forme. C'est une question de présentation et de transparence. Moi, je pense qu'on peut toujours aller... On peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Moi, j'indique quand même que les sujets dont on est en train de parler, il y a beaucoup d'informations sur le site de la ville de Paris, sur l'aide au développement, sur les montants, sur les bénéficiaires. Tout est disponible, pas toujours très facile à aller piocher. L'idée qui est derrière... Écoutez, si, et pour quand même retracer le processus, en fait, ces aides, ces subventions, elles font l'objet d'une instruction par 2 directions différentes de la ville de Paris. Ensuite, elles font l'objet d'un débat dans une commission où tous les groupes
politiques sont présents et des personnalités qualifiées. Ensuite, il y a une convention qui est signée avec ces associations qui fait l'objet d'un suivi. Et évidemment, si le compte n'y est pas ou si le projet finalement ne satisfaisait pas aux objectifs, cette subvention n'est pas reconduite. Donc si vous voulez, on peut passer en revue l'intégralité de tous les petits montants qui sont attribués et on peut en débattre. Et il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on a commencé à le faire ici. Mais moi, j'ai quand même une interrogation et je pense que c'est le vrai sujet politique derrière. Pourquoi est-ce que vous pointez ces subventions-là ? Pourquoi est-ce que vous pointez des subventions au Togo ? Pourquoi est-ce que vous pointez des subventions au Congo ? Et je dis vous. Pardon, mais c'est celles qui ont fait le plus de bruit aussi et qu'on a le plus relayé. Mais vous avez raison, mais elles font du bruit parce que la droite parisienne est dans une dérive raciste claire qui va cibler ces subventions, pas au hasard. Je vais vous dire, vous savez qui en Je tiens à préciser que ce n'est pas le cas ici et qu'on essaye de récupérer des informations qui sont les plus évidentes, qui sont aussi celles que les gens connaissent. Je vous accuse évidemment pas du tout de ça. Je parle des propos de Rachida Dati avec lesquels on a lancé l'émission. Je vais vous dire, Rachida Dati et Sarah Knafo, ce n'est pas un hasard si on pointe leur rapprochement parce que, en revanche, les subventions, par exemple, à l'Ukraine ou à d'autres pays qui sont votés régulièrement, elles n'ont pas été pointées du doigt. C'est un pays en guerre, c'est encore non, mais différent. Bien sûr, on peut considérer que l'aide est tracée différemment. Oui, mais si vous voulez, le Togo, c'est pas spécialement un pays extrêmement stable. Non, bien sûr. Donc en fait, voilà, moi j'ai envie de pointer le sujet politique global pour moi, qui est la dérive raciste claire de la droite parisienne, et j'aurais tout un tas d'exemples à vous citer, notamment dans mon arrondissement ou dans un conseil de la fin d'année dernière, M. Rudolf Granier, représentant de Rachida Dati, pointait du doigt des lieux, je cite, qui sont occupés par des rats et des migrants, en mettant exactement sur le même plan les rats et les migrants. Donc tout ça, très indélicat de sa part, mais peut-être qu'il ne voulait pas faire ce que vous décrivez aujourd'hui. Non, mais tout ça s'inscrit dans un contexte politique qui est très très clair. Rachida Dati, c'est la même chose. Elle fait sa campagne, c'est pas du tout un hasard. Et si elle pointe ces subventions-là dans ces pays-là, ce n'est pas un hasard. Il ne faut pas non plus être naïf. Parole à Pauline Landé-Barrot. Ce qui est compliqué aussi, Pauline, c'est qu'on s'inscrit dans un contexte de tension budgétaire assez inédit à la ville de Paris. La ville est très endettée. C'est peut-être aussi pour ça que c'est aussi mal perçu, que des associations n'aient pas pour but ultime le quotidien à proprement parler des Parisiens. Dans le débat public, je suis d'accord. Après, c'est vrai que rapporté au budget de la ville, ça reste quand même assez anecdotique. Oui. Et puis, c'est le cas dans toutes les plus grandes villes françaises. Enfin, c'est le cas dans toutes les communes françaises. Et de tels montants, c'est aussi le cas dans toutes les plus grandes villes françaises. Donc il y a une exception parisienne ou pas vraiment, finalement ? Non, pas vraiment. J'ai regardé sur l'Observatoire des finances et de gestion publique locale. Oui. Donc, c'est l'OFGL. À Paris, ça représente 144 € par habitant, à Lyon 141, à Marseille 121, à Bordeaux 185. Donc on est tout à fait dans la norme des grandes villes françaises. Et là, je le vois aujourd'hui, c'est quand même vraiment un débat politique. C'est-à-dire que les mairies ont tout à fait le droit de choisir à qui elles donnent, à quelles associations elles donnent. Et si demain la droite arrive au pouvoir, elle aura tout à fait le droit de tout changer. Peut-être que ce qui est en effet plus compliqué à absorber, et on va parler de transparence citoyenne de manière tout à fait directe, c'est par rapport aux priorités affichées des Parisiens qui vont vous dire « ma priorité à Paris, c'est la sécurité, c'est la qualité de vie, c'est la propreté, c'est un certain nombre de choses, c'est de pouvoir circuler librement ». C'est peut-être de voir que certains de ces financements ne sont pas en adéquation avec les réalités de leur quotidien. C'est peut-être ça qui est le plus compliqué, indépendamment de ces 5% en effet de subventions qu'on vient de décrire. Là, on est plutôt sur des sujets politiques qui ne regardent pas vraiment l'association, puisque nous, encore une fois, ce qu'on fait, c'est regarder le cadre légal, c'est toujours la même chose, et puis de se dire, ça c'est bon dans le cadre légal, ça n'est pas bon. D'accord. Vous parliez d'une exception parisienne tout à l'heure. Enfin, justement, d'une absence d'exception. En revanche, moi, j'ai identifié une exception qui, là, pour le coup, est à l'échelle de Paris et particulière. Normalement, pour toute association qui reçoit plus de 153 000 € de subventions par an, doit publier ses comptes. C'est une obligation. C'est pas le cas. C'est une obligation. À Paris, moi, j'ai fait cette analyse-là. Il y a 68% des associations qui reçoivent plus de 153 000 € qui ne publient pas leurs comptes. Et ça, c'est constitué d'un délit. C'est une amende de 9 000 €. Qui est censé contrôler ça ? Ce sont les commissions dont vous parliez, les personnes qualifiées, qui ne font pas vraisemblablement pas ce contrôle. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est juste le respect minimal de la légalité. C'est une question de traçabilité aussi, de la manière dont l'argent va être utilisé. De transparence de la manière dont ces associations vont dépenser les fonds reçus par la mairie de Paris, mais par d'autres mairies également. Est-ce que vous demandez et vous espérez que demain il y a un contrôle finalement indépendant
une évaluation régulière et indépendante de ces subventions? Est-ce que ça serait positif pour le débat public et pour ce dont on discute aujourd'hui? Déjà, moi, je ne partage pas du tout les constats de monsieur, donc en fait, on n'est pas vraiment sur le même plan. Je tiens à rappeler quand même que le processus qui est suivi par la ville de Paris, il respecte totalement les critères de la Cour régionale des comptes. C'est tout à fait dans les clous. Donc le des associations qui ne publient pas. Écoutez, je sais pas. Et si elles ne publient pas leurs comptes alors qu'elles devraient les publier, c'est une anomalie. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est quand même une anomalie importante. On parle de près de 70%. Oui, mais c'est énorme. En fait, je vous envoie mes analyses si vous voulez. Il y a aucun souci. Oui, parce que moi, en fait, je suis désolée de revenir là-dessus, mais je rappelle que les choses que vous publiez et ce dont vous revendiquez et les gens que vous relayez, ils sont tous de l'opposition municipale. Là, c'est Monsieur Paul Hatt. Donc, on est sur un débat qui est très politique. Vous portez des propos qui sont ceux de la droite parisienne. Madame Rachida Dati. C'est pas ce que fait Monsieur depuis le début de l'interview. C'est peut-être ce que vous identifiez par rapport à ces publications et un certain nombre de choses, mais c'est pas ce que vous dites en fait. Je ne parle que de critères légaux. Mais vous relayez. On a répondu sur les critères légaux. Les 68%, vous ne répondez pas. Je réponds que si c'est le cas, alors qu'elles doivent publier leurs comptes, c'est effectivement une anomalie. Moi, je peux vous dire que le travail qu'on fait en arrondissement et au niveau parisien, c'est un travail de suivi des publications. On reçoit les comptes, l'utilisation des fonds, etc. Et ça arrive très régulièrement, je vais vous dire. Chaque année, on ne reconduit pas du tout automatiquement les subventions. Ça arrive qu'on se dise telle association sur quelle base, par exemple sur la base, par exemple, d'un projet qu'on estime pour X ou Y raison qui n'a pas porté ses fruits, qui n'a pas suffisamment porté ses fruits. Alors après, il y a beaucoup d'associations qui peuvent être en difficulté, etc. Il peut y avoir plein de raisons, mais c'est évidemment suivi, examiné. L'argent public est pris extrêmement au sérieux, et donc voilà. Moi, je veux quand même replacer tout ça dans un contexte où on a une association, je suis désolée, qui relaie des propos politiques, et donc on n'est pas complètement sur quelque chose d'objectif et de transparence. Je suis pas face à un représentant d'Anticor, quoi. Je rappelle, parce qu'on l'a un peu dit, mais c'est quand même bien de le préciser, que toutes ces subventions, elles sont votées au Conseil de Paris par l'intégralité des élus. Donc en fait, si elles ne plaisaient pas à au moins la majorité des élus, elles ne passeraient pas. Et elles ne seraient pas votées, non pas financées. Moment ou un autre, au Conseil de Paris, elles ont été soumises au vote et que le vote est passé. Alors, vous dites non. Il y a un petit bémol, et ça, je pense qu'on pourrait être d'accord, c'est que l'ordre du jour du Conseil de Paris est très long. Les séances sont fixées à 5 jours et parfois il y aura besoin de 7 ou 8 jours pour pouvoir observer l'intégralité de l'ordre du jour. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, le dernier jour, il y a des délibérations de subventions ou d'autres délibérations d'ailleurs, d'autres natures, qui vont être adoptées par paquet. C'est-à-dire qu'on va mettre une centaine de délibérations et qui va être adoptée par un seul vote. Donc, en fait, on n'aura jamais le temps. Mais ce n'est pas dans une volonté de dissimuler pour le coup. Non, c'est une volonté organisationnelle. C'est une manière de fonctionner pour que ça aille plus vite. Il y a un débat autour de toutes les subventions, ça n'est pas exact. Alors, ce qui se passe aussi, il faut quand même le préciser, c'est que les élus en question que vous évoquez, et vous avez raison de le rappeler, ne découvrent pas les subventions au moment du Conseil de Paris. Elles sont en amont envoyées aux groupes politiques, et même elles sont en amont, c'est important qu'on parle du process. La plupart du temps, elle passe aussi en arrondissement. Donc ça veut dire que la subvention en question, elle va passer, moi je suis élue du 18e, à la mairie d'arrondissement. Elle va passer à la mairie d'arrondissement, où tous les groupes politiques vont recevoir les documents en amont, vont pouvoir les examiner, vont pouvoir poser des questions en conseil d'arrondissement. Ça arrive extrêmement régulièrement. D'ailleurs, la droite, par exemple, s'inscrit sur tous les financements liés au logement, un certain nombre aussi d'associations. C'est plutôt sain. C'est plutôt sain, ça permet... Ça contribue à la transparence. Oui. Donc, ils ont les documents en amont. On peut en débattre en conseil d'arrondissement. Elles sont votées en conseil d'arrondissement. Ensuite, elles passent au Conseil de Paris, où là aussi, tous les documents sont envoyés à tous les groupes en amont. Donc, même si elles ne sont pas effectivement discutées au sens premier du terme, comme au Conseil de Paris, mais dans ce que vous appelez un package, entre guillemets, de vote. Et il y a évidemment un droit pour tous les groupes politiques et tous les élus de s'inscrire sur une subvention qui poserait question. Et c'est même sain, d'ailleurs, de poser des questions. Et donc, tout ça fait l'objet d'un débat transparent et public. J'aimerais qu'on parle du projet d'Emmanuel Grégoire en la matière. Est-ce que s'il est élu maire de Paris, il a décidé d'ores et déjà de changer cette manière de fonctionner sur les subventions des associations ou de s'inscrire dans la ligne de ce qui a été mené jusqu'ici par Anne Hidalgo? J'ai lu un entretien des Échos où il disait « Je ne suis pas le candidat d'Anne Hidalgo, je ne suis pas dans sa lignée directe ». Qu'est-ce qu'il répondrait, par exemple, sur ce point précis? Alors déjà...
en fait, comme on ne partage pas les mêmes constats sur les subventions, je ne parle pas avec Emmanuel Grégoire, mais par exemple avec les arguments qui nous sont opposés, il n'y a pas de sujet pour nous spécifique sur la question des subventions. Donc le diagnostic n'est pas celui-ci. Le diagnostic n'est pas du tout comme je l'explique depuis tout à l'heure. Et donc le traitement n'est pas le même non plus. N'est pas le même. En revanche, il y a effectivement un certain nombre de pistes d'économie qui ont été dessinées par Emmanuel Grégoire sur la question des frais de déplacement, sur la question des pas de frais voyage la première de communication. année. Oui, ça pourrait être effectivement présent pour le lancement du mandat, ça s'entend. Sur les frais de communication, je le disais. Ensuite, les plus gros postes d'économie, parce qu'encore une fois, ça c'est pas les postes d'économie les plus importants de la ville. Ça va être des économies réalisées sur les économies d'énergie des bâtiments via une grosse rénovation énergétique des bâtiments publics. Le nombre d'agents sur le nombre d'agents, on va être sur certains postes, on va plutôt être en hausse. Par exemple, il y a eu l'annonce de recrutement de 1000 policiers municipaux supplémentaires. Et sur le budget, le dernier poste d'économie qui a été évoqué dans cette interview, ça va être la cession d'actifs qui sont non stratégiques. Donc voilà, dans une gestion financière assez classique, mais il y a cette volonté-là, effectivement, d'économie de 500 millions d'euros sur la mandature. 500 millions d'euros, Pauline Landais-Barrot, sur la mandature, c'est suffisant par rapport à l'endettement de la ville. On sait qu'il y a des candidats qui proposent beaucoup plus, parfois dans des proportions assez démesurées. Qu'est-ce qui est le plus réaliste et qu'est-ce qui permettrait de sauver les finances de la ville ? Là, aujourd'hui, c'est pareil, c'est encore un clivage gauche-droite assez classique. Aujourd'hui, effectivement, il y a des candidats qui proposent de faire beaucoup plus. Après, si je ne me trompe pas, par exemple, Rachida Dati, qui est élue à la mairie du 7e et donc qui connaît quand même un peu les arcanes, elle ne fait pas partie de ceux qui veulent, par exemple, tout changer et tout réduire. Sur les associations, autre candidat qui est élu et qui connaît bien aussi ce qui se passe à la mairie de Paris, c'est Pierre-Yves Bournazel. Sur les associations, il veut juste réduire de 50 millions, alors je dis juste, c'est quand même beaucoup, mais 50 millions d'euros par an pour gagner 350 millions sur la mandature. Là où d'autres, effectivement, ont des projets beaucoup plus ambitieux, à voir si c'est viable. Ouais. Je me tourne vers vous pour une question de transparence à proprement parler. Est-ce qu'il faudrait réussir à publier en open data l'ensemble des conventions et des évaluations associatives dans une ville comme Paris? Est-ce que, je ne dis pas que ça serait consulté, je ne sais pas si on est le citoyen moyen. Moi, je me suis rendue sur les différentes ressources. Elles existent, c'est vrai, elles sont accessibles. C'est pas hyper évident derrière à démêler, parce que même si on essaye de... Tout est disponible, mais disons qu'il faut être plutôt informé pour y arriver. Est-ce que l'open data, ça peut être une solution? Ça peut être une solution. Alors, on peut déjà accéder à certains dossiers de subvention, mais il faut faire une demande express à la mairie de Paris. Nous, pour l'instant, on a fait quelques demandes de dossiers de subvention, on n'a jamais eu de refus. Donc, on a toujours eu communication, donc c'est une démarche assez transparente. Donc, c'est plutôt transparent. Maintenant, effectivement, on pourrait aller plus loin. Et on pourrait publier effectivement les dossiers, les conventions, les dossiers de subvention, les conventions entre la mairie et les associations qui ont reçu plus de 23 000 euros de subvention. Ça serait quoi, pour rassurer les Parisiennes, les Parisiens, pour leur expliquer comment ça marche? Exactement, c'est par œuvre de pédagogique mais aussi de transparence. Et puis effectivement, il pourrait y avoir, on pourrait regarder sur quels critères s'est basée la mairie de Paris pour adopter telle ou telle subvention. Aujourd'hui, les critères, on les connaît ou... Il y a des critères qui sont effectivement définis par la loi. Maintenant, comme on a pu le constater au cours de notre discussion, il y a un critère qui n'est absolument pas regardé, puisque 68% des associations qui reçoivent plus de 153 000 euros ne publient pas leur compte. Et ça, c'est un délit. Je le répète et je reste... Est-ce qu'au nom d'Emmanuel Grégoire, vous vous engagez à ce que ça, au moins, ça change, si jamais, puisque si c'est une anomalie, effectivement, il faudra y remédier. Je pense que sur la transparence, il est toujours possible, de toute façon, de faire mieux. Et de faire de la pédagogie aussi pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu perdus. Alors après, sur les critères, en fait, quand vous votez une subvention, j'aurais pu vous montrer là, on ne va pas avoir le temps, mais les délibérations sont assez longues. Il y a toute une justification qui correspond à l'exposé des motifs. On peut le dire, c'est imbuvable. Non, honnêtement, c'est pas... Moi, je trouve que c'est imbuvable. Si vous n'y pouvez rien, mais c'est imbuvable. Ah oui, si vous vous intéressez à telle subvention, vous avez tout à fait la justification du projet derrière, de son vote, etc. Et en fait, ce serait bien d'avoir des associations, pour le coup, citoyennes, qui pourraient peut-être se saisir de ces documents, mais qui seraient moins politisées, parce que là, je suis désolée, le débat, il est un petit peu biaisé par le fait que, voilà, vos sources de financement, vos arguments, les gens que vous relayez sont tous de droite et d'extrême droite. Quel rapport avec le constat que j'ai fait, le constat que je viens de faire? Le rapport, c'est que vous êtes un opposant politique, et donc
donc c'est un Il n'est petit pas peu venu sur compliqué. notre plateau en qualité d'opposant politique. Non, mais moi, j'avais quand même envie de préciser un petit peu Ça d'où me vous fait parlez, sûrement parce très que moi, tout plaisir, le monde mais- sait d'où je parle, je suis élue à la ville de Paris, etc. C'est bien qu'on sache... Oui, vous êtes encarté dans un parti politique. Voilà, Pas moi. je m'en cache pas du tout. Pas moi. Non, mais vous êtes financé par un milliardaire d'extrême droite. Financé, on a reçu un don. Donc, on peut en parler autant que vous voulez si vous voulez. Ouais, mais après, est-ce que vous avez mené une campagne d'affichage contre la mairie de Paris, par exemple, et vous avez reçu une amende non, de 20 Tout à 000 fait. euros, il me semble. Voilà. 210 000. Ah, même de... Ah bah voilà. Pour tuer l'association. Oui, ok. Et c'était une campagne d'affichage contre la majorité sortante. Donc, Non, je voulais, désolée, mais pour informer les Parisiens des notes de frais d'Anne Hidalgo. On va s'arrêter là et c'était de toute manière pas tout à fait l'objet de notre discussion d'accord. aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois en tout cas d'avoir Merci été beaucoup. présents sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et on va passer tout de suite à l'entretien culture. C'est sur un tout autre registre. À la Scala, l'histoire d'amour fascinante entre François Mitterrand et Anne Pinjot renaît sur les planches. 30 ans d'amour, de drame et de poésie qui en font un objet théâtral aussi propice que délicieux. Les lettres à Anne, cette correspondance rendue publique 20 ans après la mort de François Mitterrand, c'est la matière unique à laquelle vous vous êtes attaqués, Céline Roux et Alice Faure. Merci beaucoup à toutes les deux d'être présentes en plateau avec moi. Céline Roux, vous êtes autrice et comédienne. Alice Faure, vous êtes autrice et metteuse en scène. Pourquoi ces lettres? Pourquoi cette histoire d'amour plutôt qu'une autre? Oui, c'est vrai que c'est pas une histoire d'amour comme voilà, une autre. elle est Déjà. particulière, assez inédite. Moi, Oui. j'ai découverte quand j'avais 15 ans, comme tous les Français, à peu près, juste avant la mort de François Mitterrand. Et elle m'a tout de suite intriguée. Je me suis demandé comment on pouvait vivre ça, faire le choix de cette histoire, comment elle avait pu accepter ça et vivre ça. Le secret? Le secret, les sacrifices, l'opprobre, et tout ça avec une forme de dignité. Enfin, je sais pas, vous vous souvenez les images des obsèques, voilà, des personnages avec une égale dignité, je dirais. Et quand les lettres ont été publiées en 2016, c'est vrai que je me suis jetée dessus pour arriver à comprendre. Et Qu'est-ce que vous y avez découvert? La présence d'Anne. Je ne sais pas si vous avez eu le recueil entre les mains, mais c'est 1200 pages de lettres. C'est colossal. Voilà, c'est colossal, c'est un matériau qui est très écrit. Oui. Et en fait, quand on... Très bien écrit aussi d'ailleurs. Très merveilleusement écrit. Oui. Quand on regarde de près, on voit qu'elle a décidé de publier, non pas ses lettres, il n'y a presque que ses lettres à lui, mais des petits éléments qui tissent le fil de l'histoire, qui dessinent le fil de l'histoire. Une lettre de rupture qu'elle ne lui enverra jamais. Les lettres de ses parents quand elle leur apprend qu'elle est enceinte, et puis toute une série d'annotations, de dates et de lieux dans lesquels ils se rendent, et puis des commentaires, des choses qu'elle écrit à l'arrière de l'enveloppe d'une lettre qu'elle reçoit. Et tout ça, ça donne l'idée de ce qu'elle a pu vivre, ça nous donne son regard, et c'est ce qu'on a voulu attraper. On est vraiment au plus près de son intimité, de leur intimité. Vous parliez de matériaux tout à l'heure, c'est un matériau assez précieux quand même. C'est un matériau très précieux, parce que c'est très... Voilà, comme vous dites, c'est de l'intimité, c'est quelque chose qui n'était pas destiné du tout à être même lu par qui que ce soit d'autre qu'elle, en fait. Et du coup, c'était aussi le challenge du spectacle de rendre cette intimité publique et donc de rester dans une extrême pudeur et un extrême respect vis-à-vis de ces deux personnages et de tous ceux qui les entourent et qui peuvent être évoqués dans les lettres aussi. Est-ce qu'on sait pourquoi Anne Pinjot a finalement décidé de publier cette correspondance? Elle donne quelques éléments d'explication quand elle a publié les lettres à France Culture. Elle a donné des entretiens à Jean-Noël Jeanneney. Elle dit « Je ne sais pas si j'ai bien fait, je ne sais pas s'il aurait voulu, mais je crois qu'elle a été très poussée, notamment par des historiens, pour rendre public ces éléments-là, ce Mitterrand-là, qui est quand même assez inédit. Pas tout à fait comme ça, hein, il faut être précis. Hein. Exactement. Très amoureux, fragile parfois dans le. Et puis c'est beaucoup lui qui se livre, hein, on va le préciser, mais au travers de ses mots, c'est lui qui décrit cet amour, qui lui témoigne de son amour. S'il y a une forme univocité d'un point de vue, donc. Oui. Et c'est assez particulier, c'est difficile aussi à traiter pour vous, j'imagine, parce que vous vouliez qu'Anne soit présente, vous vouliez qu'elle soit partout. Alors, plus que ça, on voulait traverser l'histoire avec elle. Comment est-ce que vous êtes partie de ce matériel et donc de ces lettres écrites majoritairement par lui, pour réussir à arriver à faire parler Anne et à ce qu'elle soit omniprésente? On a voulu renverser l'image de cette histoire, avec un Mitterrand omniprésent, qui écrit beaucoup, qui écrit magnifiquement, qui est plus âgé. Ce rapport de force, on a voulu l'inverser. Puis elle, cette pauvre petite chose qui attend dans l'ombre. Exactement. C'est pas exactement ça. Oui. Mais c'est même pas du tout ça. C'est l'image qu'on pourrait avoir et que beaucoup de gens ont. Oui. Et en réalité, on voit une femme qui s'émancipe. Une femme qui fait le choix d'une vie difficile, exigeante, mais une vie qui, finalement, je pense la satisfaite, elle le dirait mieux que moi, mais... Est-ce que c'est un parcours émancipateur? Ouais. C'est comme ça que vous l'avez vu? Évidemment. Je pense que Céline et moi, c'est ça qu'on a vu d'abord
dans le livre, c'est une histoire de femme, on est nous-mêmes des femmes, et de tout ce qu'elle a pu vivre de contraignant, elle a réussi à le transformer pour devenir une femme brillante, une femme qui travaille, une femme très autonome et très indépendante finalement, et très libre en effet. Complètement indépendante, et surtout libre même, je dirais. Est-ce que c'est un message, une manière d'être femme, ce qu'on découvre d'Anne Pinjot ? Ça, c'est certain. C'est très inspirant, c'est assez fascinant. Mais alors, pour être tout à fait honnête, dans le spectacle, on n'élude pas tous les sacrifices qu'elle a fait aussi. Oui, la difficulté de cette vie et le côté parfois manipulateur de François Mitterrand. Hein. Enfin, quand il sent qu'il va la perdre, parce qu'il y a ça dans le spectacle. Hein. C'est un jeu de désir. C'est très mouvant, oui, tout à fait. Et il la rattrape. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Exactement, il la rattrape. On voit son jeu, et puis il a toujours une longueur d'avance parce qu'il y a cette différence d'âge. Mais les deux personnages, après, il y a un inversement qui s'opère avec le temps. C'est-à-dire qu'à la fin, il a plus besoin d'elle qu'elle de lui. Et je crois et puis elle grandit, il vieillit, il y a aussi un rapport de puissance qui s'inverse. Qui s'inverse naturellement. Ouais. Et on dit souvent aujourd'hui à quel point les hommes puissants ont pu, vous parliez de manipulation tout à l'heure, ont pu avoir une force manipulatrice sur certaines femmes. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là ? Moi, j'ai pas l'impression. Oui et non. Ah oui, ça n'empêche pas le reste, en fait. Ouais. Moi, je crois, en tout cas, c'est la lecture que j'ai faite du spectacle, même si on n'a pas voulu donner, nous, notre point de vue dans le spectacle. On a essayé de présenter la photographie telle qu'elle est. Il n'y a eu aucun ajout de texte. Il y a eu des aménagements pour le rendre un peu plus vivant et dialogué, mais aucun mot n'a été écrit par Céline ou moi. Tout a été écrit par eux. Ouais. Et je pense que la domination, évidemment, elle est présente. Et la manipulation aussi. Et l'amour aussi. Et en fait... Les trois coexistent et cohabitent. Et en fait, je crois que oui, ça, c'est pas exclusif l'un de l'autre. C'est pas parce qu'on aime qu'on fait pas de mal. Oui. Et c'est pas parce qu'on fait du mal qu'on n'aime pas. Pas non plus. Et voilà, après, il faut faire le choix de ce qu'on est prêt à endurer ou pas. Est-ce que les sacrifices qu'on est prêt à faire ou pas. Je te demande pardon. C'est ce qu'il lui dit dans les lettres. C'est ce qui ouvre notre spectacle et c'est ce qui clôt notre spectacle. C'est assez beau, hein. Les lettres de la fin. C'est vrai qu'à la fin, c'est un homme qui s'approche de la mort. Parce qu'au début, il est pas... Pardon, je remonte un peu, mais au début, il n'est pas François Mitterrand président. Ah non, pas du tout. Il devient un président, puis il devient un vieil homme, un vieillard, tout à fait. Et qui s'approche en effet de la fin. Pardon, je vous ai coupé. Les lettres commencent en 1962, donc bien avant sa première élection. Et donc à la fin, on a cet homme qui se resserre sur l'essentiel, qui se recentre. Et c'est vrai que les lettres de la fin sont absolument magnifiques. Mais je crois que ce qu'on a voulu faire, c'est ouvrir à la complexité. Et c'est assez intéressant quand on parle avec les spectateurs. On a beaucoup parlé avec les spectateurs au Festival d'Avignon parce que ça. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Alors là, c'est assez fou. C'est très varié aussi. C'est très varié selon les âges, mais ça touche énormément les femmes. Alors, il y a beaucoup de femmes qui se sentent très proches de cette histoire. Ça, j'ai été vraiment très surprise. Parce qu'on n'a pas toutes vécu une histoire d'amour comme ça, ni même avoir été cette femme de l'ombre. Pourquoi on se sent connecté ? Je pense qu'on a toutes des sacrifices à faire, peut-être plus que les hommes dans la vie. Et donc, on général. s'identifie dans cette dimension un peu sacrificielle et dans ce rapport de force ? Je crois qu'on a plus à gagner notre liberté que les hommes, et que c'est peut-être ça qu'on retrouve aussi dans le parcours de Anne, qui, elle, a dû la gagner vraiment en luttant très fort. Je crois que, la liberté des femmes, elle est encore un peu contrainte, c'est qu'on a plus de batailles à mener. C'est peut-être ça que les femmes voient dans le spectacle. Et qui leur permet de s'identifier. Et les plus jeunes disent « quel salaud ». Ah oui, ça m'étonne pas. C'est monstrueux. Ça m'étonne pas. Donc il y a vraiment cette diversité de points de vue. Qui est très générationnelle aussi. Très générationnelle. C'est un spectacle qui ouvre la discussion plutôt qu'il ne la clôt. On restitue la complexité. Une complexité aussi à laquelle s'ajoute le fait qu'on est des années après. Oui. Donc on a ce regard très moderne sur une situation passée. Donc il faut... Voilà, c'est... Ouais. Chère compagne absente. Moi, je trouve que ça dit énormément de choses. Ces trois mots juxtaposés. Ouais. Est-ce qu'il parlait à Anne Pinjot de sa compagne officielle, de son épouse légitime ? Est-ce que c'était un fantôme ? Est-ce que c'était quelque chose qui n'existait pas ? Est-ce que c'était un tabou ? Est-ce qu'elle était omniprésente ? Comment est-ce que... Jamais dans les lettres. Dans les lettres, telles qu'on les a, telles qu'elles ont été publiées, il n'en parle jamais. Pas un mot. Ça aussi, c'est fort. C'est très fort. Ça dit quoi aussi? Est-ce que c'est un choix? Moi, je pense aussi à cette autre femme, son épouse légitime. Oui, j'avais bien compris. On ne peut s'empêcher de penser également à elle. Bien sûr. C'est une sorte de trio qui reste un duo
Et dans ces lettres, en effet, ce n'est qu'un duo. Je ne suis pas certaine que ce soit un trio. Pourquoi c'est pas un trio? 2 duos. D'accord. Je pense qu'il avait sa vie d'homme marié avec sa femme publique et il avait sa vie amoureuse avec intime. la femme qu'il aimait. Et je ne pense pas qu'il y ait eu de triangle amoureux, bien, évidemment, puisqu'il y a 3 personnes. Oui. Mais je pense que c'était très polarisé, en fait. D'où le fait peut-être qu'il arrive aussi bien à scinder et que dans ses lettres, elle ne soit jamais mentionnée. Sans doute. On découvre un François Mitterrand amoureux, enflammé même, extrêmement sincère dans ses sentiments, ses émotions pour elle. Est-ce qu'on peut dire qu'il était fou d'amour et est-ce que, à votre sens, ça vient du fait qu'il ne pouvait pas vraiment la voir en entier? Que du coup, elle était un être encore plus désirable, encore plus aimé? Oui. Moi, je pense que oui. Oui et oui. Je pense qu'il était fou d'amour. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup douté quand j'ai construit le spectacle. Oui. À certains moments, quand j'ai découvert notamment une autre histoire à la fin de sa vie, je me suis dit non, stop, j'arrête. Il y a trop de choses. Ouais, c'est... Et puis en relisant les lettres de la fin qu'il lui envoie de Belle-Île, qui sont si belles, je me suis dit non mais évidemment, bien sûr, On est qu'il obligé était de le fou d'amour pour elle, et il meurt avec elle, il meurt dans ses bras. Enfin, c'est quand même un vrai amour qui est magnifique. Est-ce que cet amour s'est nourri de la distance, Sans doute. Enfin, c'est la logique même du désir. Donc, et on le voit bien dans le spectacle. Hein, c'est le jeu du chat et la souris, souvent. En tout cas, ça alimente ça cet n'empêche amour pas, quoi. qui était très présent Exactement. et qui est absolument indiscutable quand on lit cette correspondance. La place de Mazarine dans tout ça? La place de Mazarine, leur enfant, c'était un choix de conserver sa place dans le spectacle parce que c'est le fruit de cet amour-là. Tout à fait. C'est un peu... Mais je ne pense pas qu'on ait cristallisé quelque chose au-delà de ça. C'est le fruit de leur amour qui est né et qui est présent avec eux, mais pas entre eux. Et voilà, c'est aussi pour évoquer que l'amour, il naît, il y a le désir, le rapprochement des corps, et la maternité, la paternité, jusqu'à la fin, pour raconter aussi toutes leurs étapes. Et toute leur vie amoureuse ensemble. Sans en faire un personnage à part entière. Elle est évoquée plus qu'elle n'existe dans le spectacle. Oui. En revanche, dans les lettres, elle est très présente et je pense qu'il y a un autre spectacle à faire. Enfin, pas par nous, mais sur je vous sens quand même très motivée. L'amour de ce père pour son enfant, c'est absolument magnifique. Et ça, c'est pareil, hein, c'est pas quelque chose qui est communément su, accepté. On a plutôt l'impression qu'il a fait un enfant caché et puis qu'il s'en désintéressait. On est très loin de la réalité. Quand on lit les lettres, on est très loin de la réalité. Il était fou d'amour pour sa fille. Enfin, il y a des lettres qui sont absolument magnifiques. Est-ce que c'est difficile de mettre en scène une correspondance, de travailler cette matière qui est quand même pas évidente à transformer en objet théâtral? Un peu. Oui. Oui, comme je disais, c'était déjà pas destiné à être lu par d'autres personnes, encore moins dit à l'oral. Donc, et il a une très belle plume, mais un peu alambiquée, donc quelque chose pas qui évident, se dit pas facilement. Tout à fait. En plus de ça, on avait comme matériau essentiellement ses lettres à lui et pas beaucoup de traces d'elle. Et comme on ne voulait pas faire d'ajout d'aucune sorte, il a fallu un peu redialoguer, essayer de la pister, elle, dans ses mots à lui. Mais après, c'était plutôt intéressant comme travail à faire. Ça a dû être passionnant. Ouais, difficile mais passionnant. Difficile mais passionnant. Et puis après, comme c'est une matière quand même qui est très littéraire, il fallait rajouter de la théâtralité. Et pour ça, il fallait une équipe super. Et avec la chorégraphe Marie-Jo Buffon, avec Niki De Miller qui a composé les musiques, Mona Marzac qui a créé des lumières formidables, on a vraiment essayé de créer une ambiance, un écrin à cette parole très littéraire. Et je pense que la théâtralité, avec l'incarnation bien sûr de Céline et de Samuel qui sont emparés des personnages avec brio et avec tant de passion, voilà, il fallait remettre le théâtre pas devant, parce que devant c'est cette histoire, mais tout autour de ces mots-là, ouais. Je précise que vous êtes absolument incroyable. Vous êtes droite, vous êtes digne, vous êtes douce, vous donnez un tempo chronolytique, cartographique, absolument magnifique de cette relation. Et c'est l'autopsie aussi d'une époque, de la politique, de la musique, de la mode, des voyages, des repas partagés. Et j'aime beaucoup ce côté, finalement, qui touche à la réalité d'une époque et qui est le reflet, le miroir de ce moment de France, de François Mitterrand et de cet amour incroyable. C'est à la Scala, l'histoire d'amour fascinante entre François Mitterrand et Anne Pinjot. Bravo et un immense merci de nous l'avoir présenté. Lettre à Anne sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On vous invite évidemment à aller découvrir ce spectacle magnifique et on passe tout de suite à l'art de vivre. Merci. Au
Au cœur du Marais se niche un bijou à la décoration ultra pointue, le Grand Mazarin, qui accueille Parisiens et touristes dans un cocon on ne peut plus parisien où luxe et convivialité dialoguent à merveille. C'est un hôtel, mais c'est aussi un restaurant, un speakeasy, un espace bien-être avec une piscine que beaucoup convoitent. C'est même un cabaret. Et pour moi, ça pourrait presque être un musée, tant la décoration est travaillée avec goût. On en parle avec notre invitée, Kimberley Cohen-Pariante. Merci beaucoup. Vous dirigez la collection Pariante avec votre sœur, Leslie, Maison Pariante. Donc, ce sont des hôtels de luxe où convivialité rime avec exception. Et vous avez choisi une adresse parisienne en plein cœur du Marais. Là, ce que vous avez recherché à recréer, c'est vraiment cette âme de Paris. Complètement. Alors, il faut savoir que le Grand Mazarin, c'est notre 4e adresse. D'accord. Quand on a créé Maison Pariante, à la fois, c'était pour un peu donner notre vision de l'art de recevoir. On a créé, d'abord, il y avait le Crillon le Brave en Provence, le Loupinet à Saint-Tropez, le Coucou à Méribel. Et naturellement, on s'est installé à Paris, dans le Marais, parce que pour nous, Paris, c'était vraiment... important, on est parisienne et surtout le Marais, c'est le cœur battant de Paris, c'est là où tout se passe, il y a énormément de galeries d'art, il y a les plus vieilles maisons de Paris qui sont là, des maisons qui datent du Moyen-Âge et aussi c'est là où il y a toute l'effervescence, très avant-garde à la fois. C'est quoi l'art de recevoir? C'est un terme que vous venez d'utiliser. Pour vous, ça vous évoque quoi, des mots comme ça qui vous viennent naturellement? Pour moi, l'art de recevoir, c'est la convivialité, c'est la sincérité d'un geste, c'est une émotion. Et c'est ce qu'on cherche à créer au sein des Maisons Pariantes. C'est vraiment accueillir nos hôtes comme s'ils venaient dans nos maisons et pas simplement dans un hôtel. On veut transcender le fait de simplement accueillir des clients et de vraiment en fait, créer une émotion chez eux. Et les choyer. Alors quand on entre dans votre établissement, on est tout de suite projeté dans un autre univers, c'est assez génial, on pousse la porte et là on découvre une décoration très engagée, absolument délicieuse, c'est tout ce que j'aime. C'est un mélange très audacieux d'imprimés, de matière. On va parler de cet architecte incroyable que vous avez choisi, Martin Brodnicki, j'espère que je prononce bien. Brodnicki, ouais. Classicisme à la française, une touche british, l'excellence suédoise, ça donne ce qu'on découvre à l'écran, c'est absolument magnifique. C'est gentil, merci beaucoup. On a eu un peu de mal à trouver l'architecte qui puisse vraiment imaginer ce qu'on avait en tête, ma sœur et moi. En fait, on a été visiter un lieu à Londres, un club privé qui s'appelle Annabelle's. Et quand on était avec mon père, ma sœur et moi, on s'est retrouvés dans ce lieu et c'était vraiment assez magique parce que, je sais pas, il y en avait de partout, rien ne faisait de sens et en même temps tout faisait tout fonctionnait à merveille. C'est un joyeux patchwork. Vraiment. Et je me souviendrai toujours, mon père est arrivé, il a dit mais le mec qui a fait ça, il n'est pas tout seul dans sa tête. Et on en a beaucoup rigolé. Et... C'est un peu le sentiment qu'on a quand on arrive chez vous. Exactement. Hein. Et quand on a rencontré le décorateur, Martine, bien évidemment, on lui a raconté cette anecdote qui l'a fait beaucoup rire. Et il a su vraiment créer l'âme qu'on cherchait à donner au lieu. On s'est inspiré en fait des salons mondains, des vieilles salonnières que tenaient les bourgeoises du début du siècle, pour donner ce côté à la fois classique, mais en même temps très avant-garde. Et ça a été vraiment le fil conducteur qu'on a utilisé pour raconter toute l'histoire de l'hôtel, à la fois avec nos choix artistiques, mais aussi voilà, tous les ateliers, toutes les entreprises, tous les artisans qu'on a fait. L'artisanat français, le savoir-faire. Pourquoi c'est important pour vous de vous entourer de ceux qui font, de ceux qui utilisent leurs mains, leurs talents? Je pense à ces étoffes opulentes, je pense à ces meubles chinés, je pense à tous ces détails sculptés. C'est vraiment un travail de précision pour aller rechercher ceux qui font. Exactement. Alors déjà, on a beaucoup de chance en France parce qu'on a encore beaucoup d'artisans. On est bien dotés. Franchement, ouais. Par rapport à d'autres pays, je vois quand il y a des Américains qui viennent chez nous, ils sont assez émerveillés de savoir qu'on arrive encore à faire ce genre d'artisanat en France. Et on a eu la chance de travailler avec des entreprises du patrimoine vivant sur ce projet, comme les ateliers Gohard, des peintres qui ont notamment fait l'Opéra Garnier, mais aussi la Maison Pinton qui fait des tapis, Henriot pour la menuiserie, et bien sûr Art de Lys, avec qui on a fait toutes les tapisseries stylo Busson, qui sont aujourd'hui suspendus comme des ciels de lit. Magnifique. Voilà, franchement, on a beaucoup de chance. C'est assez unique, je dois dire. Et on retrouve cette âme dans le speakeasy, dans tous les espaces de votre hôtel, dans le restaurant, le lobby, surtout dans les chambres, vous l'avez dit, avec ces détails très pointus qui créent tout de suite une atmosphère et qui convoquent en effet cette convivialité dont vous parliez tout à l'heure, et un très haut niveau de confort. Est-ce que c'est ça, finalement, le luxe à la parisienne? C'est du luxe non ostentatoire, du confort, du détail, et puis derrière cette envie de restituer un univers. Oui, mais pas que, je pense. Pour nous, le luxe, c'est vraiment une émotion.
avant tout. Parce que l'atmosphère, c'est super, la déco, c'est super, la démarche artistique, elle est très intéressante aussi. Et chez nous, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN, ça nous tient très à cœur. Mais tout ça sans émotion, sans sincérité, sans attention aux détails, ça fait pas de sens. Et pour moi, le luxe, enfin pour nous, chez Maison Pariante, avant tout, c'est vraiment ça. C'est l'émotion, les moments inoubliables qu'on va créer. On vend aujourd'hui pas seulement une chambre d'hôtel, on vise à rassembler et à créer des moments inoubliables pour nos hôtes. Alors évidemment, il y a une des literies les plus confortables au monde, des rideaux qu'on peut commander de son lit, des très jolis équipements dans les chambres, mais je crois que c'est surtout l'accueil qui nous permet de nous sentir vraiment comme à la maison. Ça, c'est assez incroyable d'être dans cette bulle et tout de suite d'être extrêmement bien accueilli. Vous parliez de cette volonté chez vous de convoquer l'hospitalité de celle qu'on retrouve à la maison et qu'on retrouve jusque dans le restaurant. Je dois dire que j'ai été très agréablement surprise. J'attends pas souvent grand-chose des restaurants d'hôtel. Et là, je me suis régalée. Ça s'appelle Boubalé. C'est une proposition très originale et très pointue. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr. Alors, d'abord, pour la petite anecdote, Boubalé, en yiddish, ça veut dire ma petite chérie. Trop mignon. Et c'est le nom qu'utilisait notre arrière-grand-mère pour nous appeler, qui est décédée à 104 ans, Dora. Donc voilà, c'était aussi lui rendre hommage parce qu'avant tout, je pense que la convivialité, l'amour passe dans la cuisine. L'idée derrière Boubalé, c'était de créer une cuisine de partage qui est à mi-chemin entre l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient, une cuisine méditerranéenne qui est riche en saveurs, qui est gourmande et qui est vraiment cette espèce de melting pot qui représente bien, je pense, la vie du Marais. Et c'est extrêmement réussi. J'aimerais qu'on parle de cet espace bien-être et de cette piscine que beaucoup vous envient, avec ce plafond hypnotique et onirique signé Jacques Merle, ce très joli bain à bulles, un hammam. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un incontournable quand on est un hôtel de luxe. On a besoin d'offrir à ceux qui se rendent chez nous un espace où on se détend. Comment est-ce que vous avez conçu ce lieu ? Alors déjà, au début, on ne devait pas avoir de piscine dans l'hôtel. On n'avait qu'un sous-sol. Et on s'est dit, en fait, ma soeur et moi, on était là, mais c'est inconcevable d'avoir un hôtel sans piscine. Est-ce que c'est notre âme d'enfant qui nous parlait ? Mais pour moi, hôtel rime avec piscine. Je garde ça de mes souvenirs d'enfance. Et donc, on a voulu créer, imaginer cet espace. En effet, on a demandé à Jacques Merle d'imaginer cette fresque somptueuse au-dessus de la piscine, au-dessus de la voûte de la piscine, qui est complètement immersive. Magnifique. Franchement, oui, c'est devenu vraiment la signature aujourd'hui de l'hôtel. Vous avez bien fait de la construire. Ouais. Et c'est une petite parenthèse, c'est un plus en fait que je pense qui est inattendu et qui surprend notre clientèle. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez décidé d'installer un speakeasy et un espace cabaret, bar de nuit ? Pourquoi ce petit truc en plus ? Ouais, en effet, donc ce petit truc en plus s'appelle le Petit Bazar. D'accord, pas mal. Je l'ai pas fait exprès. Et en fait, c'était assez naturel pour nous de créer un lieu qui soit aussi habité par les Parisiens. D'accord. Parce que en vrai, notre hôtel, il est fréquenté majoritairement par des étrangers, des touristes. Nos touristes, ils viennent chercher le vrai Paris chez nous. Et pour pouvoir créer cette vie parisienne, il fallait qu'on conçoive à la fois un restaurant, mais aussi un bar et justement le speakeasy, le Petit Bazar, pour les habitants du quartier. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment une âme qui est donnée au lieu, qui est donnée à l'hôtel grâce à ces locaux en fait, qui viennent et qui fréquentent nos lieux. Et donc voilà, après avoir dîné, vous pouvez descendre du jeudi au samedi soir. On organise des fêtes au Petit Bazar avec des DJ et c'est assez convivial, c'est assez sympa. C'est l'âme de Paris, c'est joyeux, c'est festif, c'est sans prise de tête, on va dire, histoire de. Oui, on n'est pas non plus, on rassure ceux qui nous écoutent, c'est pas non plus une boîte de nuit avec la musique jusqu'à 8h du matin. Non, ça s'arrête à 2h, voilà. C'est assez simple, c'est élégant, c'est chic, c'est convivial. Je pense que c'est à l'image du reste de l'hôtel, c'est sans prise de tête, mais à la fois très chaleureux et très aussi hypnotique parce que la décoration est assez singulière. C'est important d'être épicurienne soi-même quand on propose un lieu comme celui qu'est le Grand Mazarin. Il faut aimer la vie, il faut aimer les plaisirs de la vie, il faut aimer se détendre, bien manger, voyager. Ouais, bien sûr. Je pense que on se nourrit beaucoup, ma sœur et moi, par tout ce qui nous entoure, les galeries d'art qu'on visite, les artistes qu'on rencontre, les talents, nos collaborateurs. C'est important, en effet, de toujours avoir un œil ouvert sur tout ce qui se passe. Et c'est, je pense, ce qui fait la richesse chez nous avant tout, parce que quand on s'est mis dans l'hôtellerie, en fait, nous, on n'est
n'est pas hôtelier de base. Mon père a Peut-être pour ça que c'est aussi réussi. C'est ce qu'on se dit. Mon père a cofondé la marque Naf Naf, qu'il a dirigée pendant plus de 30 ans. Et donc, nous, on a baigné dedans avec ma sœur. Ma mère était directrice marketing de Naf Naf. Mais rien à voir. Rien à voir. Donc, ma mère, on lui doit toutes les magnifiques campagnes qu'on fait connaître la marque. Et nous, on n'avait rien à voir avec l'hôtellerie. Et en fait, on a pensé nos hôtels comme des clients. Et donc aujourd'hui... Que vous aimeriez retrouver dans un hôtel en y allant. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie sincérité, je pense, qu'on ressent. Et il y a une vraie émotion parce que c'est ce qui nous caractérise, on va dire. Et vous avez le meilleur chocolat chaud de Paris. J'en profite pour le préciser. Et maintenant que je suis à quelques rues, je peux vous dire que je vais très souvent venir boire un chocolat chaud au Grand Mazarin. Un immense merci, Kimberlé Cohen-Parian, d'être venue nous parler de ce petit bijou dans le cœur de Paris. Le Grand Mazarin, c'est un hôtel absolument génial à découvrir pour y dîner, pour y déjeuner, pour aller boire un verre et surtout pour y dormir dans des meilleures conditions. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain dans Bienvenue en Ile-de-France à 19h.